Ce Studio Display, plusieurs l'attendaient pour son prix parce que Apple nous avait présenté le XDR qui était à plus de 6500 $ seulement pour l'écran. Et donc, si on incluait le pied, ça pouvait facilement toucher les 8000 $. Donc, finalement, cet écran est ce qui vaut réellement son prix, qui est quand même de 2000 $. Déjà, au niveau de la dalle, on a quelque chose qui est super bien calibré en taille de 26 pouces. Donc, une taille qui est, selon moi, convenable pour des gens comme moi qui veulent faire du montage vidéo ou du montage photo, du fait qu'on a l'écran 5K qui est un 218 pixels par pouce. Et selon eux, ce serait la bonne densité de pixels pour être en mesure de ne pas voir les pixels dans l'image. Et c'est effectivement le cas. Pour moi qui travaille beaucoup dans l'image, c'est vraiment un confort inégalé par rapport à ce qu'on peut avoir avec des technologies 4K. Inévitablement, cet écran est fonctionnel pour les gens qui travaillent de la photo ou de la vidéo. Par contre, ce que je trouve décevant de l'écran, c'est le fait qu'on n'a pas de ProMotion, c'est-à-dire de 120 Hz pour la qualité d'image. Ce qui fait qu'au niveau de la fluidité, c'est moins fluide par rapport à ce qu'on connaît sur les MacBook, par exemple les MacBook Pro avec la puce M1 Pro qui lui a l'écran ProMotion et on n'a pas non plus de mini LED au niveau de l'écran. Et parlons-en justement de la résolution de l'image parce que souvent les gens ont tendance à le comparer avec d'autres moniteurs 4K, mais selon moi, c'est difficile de le comparer, la raison étant que c'est un moniteur de 5K. Donc, comment on peut comparer un écran 4K à un écran 5K? Même si on compare justement le fameux M8 de Samsung, qui lui est pour le coup en 32 pouces et qui intègre déjà un OS. C'est un avantage, mais non, c'est pas la même qualité d'image parce qu'on n'a pas le Gamut P3 sur la qualité du Samsung par exemple. Et le Gamut P3, c'est pas tous les écrans qui ont ça. Parce que oui, si je le compare avec le LG Ultrafine de 26 pouces, qui lui aussi est 5K, mais la seule différence qu'on a, c'est 500 nits au niveau de la luminosité par rapport à 600 du côté du Studio Display. Donc finalement, est-ce que ça vaut réellement la peine de payer quasiment le double? Il y a un défaut que j'ai remarqué d'abord de l'écran, c'est le pied en fait, parce que oui, à 2000 $, on a un pied, au moins, c'est déjà ça. Sauf que en option, si on veut ajuster la hauteur, il faut payer encore de notre poche 500 $ supplémentaires pour être capable d'avoir cette fonction-là. Ce qui veut dire que finalement, l'écran, au lieu d'être 2000, il est 2500. Ce qui est étrange, c'est qu'Apple nous a ajouté la puce A13 et 64 GB de stockage dans cet écran. Ce qui veut dire qu'on peut se poser la question, est-ce qu'Apple pourrait intégrer un OS dédié pour l'écran? Personnellement, je pense que ça pourrait être quelque chose de possible parce que oui, on peut faire des mises à jour logicielles avec l'écran, mais inévitablement, il faut brancher un ordinateur pour être capable de le faire. Mais j'ai l'impression que dans les prochaines années, Apple pourrait rendre disponible un OS qui nous permettrait de gérer directement l'écran sans devoir passer par un ordinateur. Par contre, je pense que c'est une fonctionnalité que peu de gens vont utiliser parce que la plupart des gens qui vont acheter cet écran, ça va être pour brancher avec un ordinateur qui lui va avoir des performances pour faire du montage photo ou du montage vidéo. Donc, étant donné que la puce A13 va rester limitée à ce niveau-là, je pense qu'il va toujours rester plus avantageux de laisser brancher un ordinateur avec l'écran. Au niveau des connectiques, Apple nous a fourni du USB-C et un port Thunderbolt sur la forme de USB-C qui va nous permettre de faire des transferts avec des SSD jusqu'à 10 gigabits seconde. Par contre, ce qui est décevant, c'est qu'étant donné qu'on a seulement du USB-C, on ne peut pas brancher d'accessoires en USB. Donc, j'aurais voulu avoir peut-être le forme de carte SD et même du USB-A pour être en mesure de brancher les accessoires directement sur l'écran au lieu de sur mon ordinateur. Justement, le Thunderbolt, Apple inclut un câble Thunderbolt dans la boîte avec cet écran. Par contre, il est très court. Donc, si on veut justement avoir quelque chose de plus long, il faut encore payer de notre poche un 200 $ supplémentaire, ce que je trouve particulièrement radin de la part d'Apple. J'aurais voulu avoir un câble plus long inclus dans la boîte. Outre que l'écran, on a des haut-parleurs qui sont intégrés directement dans cet écran-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un système de son, nul besoin de changer votre système de son, gardez-le parce que le son de l'écran est quand même limité. Donc oui, il reste de très bonne qualité pour un écran. Et autre chose que j'ai remarqué, c'est au niveau des fans. En fait, ce qui se passe, c'est que tant et aussi longtemps que je branche mon Mac avec le USB-C, les fans continuent de tourner. Donc, il faut absolument que je débranche l'écran,
avec l'ordinateur pour éteindre finalement les ventilateurs. Donc c'est hyper silencieux, mais ça reste tout de même un désavantage pour la longévité de l'écran. Parce que si l'écran continue de tourner en arrière-plan, même si je ne l'utilise pas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans. Donc finalement, est-ce que cet écran vaut l'achat? Est-ce qu'il vaut le coût de dépenser 2000 $ pour le Studio Display? Moi, je vous dirais oui, si dans votre cas, les deux principaux avantages que vous voulez en tirer avec l'écran, c'est au niveau de la résolution et l'esthétique. Sinon, si la fiche de spec, c'est hyper important pour vous, dirigez-vous vers d'autres concurrents. J'espère que cette vidéo test de cet écran vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit thumbs up. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut!